Ah mais les macronistes connaissent parfaitement leurs intérêts. Plus ils divisent la gauche, plus ils gagnent. C'est mathématique. Ah, vous êtes là. On a vu la dernière fois que la Macronie devenait peu à peu aussi dangereuse que pouvait l'être l'extrême droite, partageant leurs idées, leurs penseurs, leurs visions politiques. Mais heureusement, la gauche fera toujours front dans ce genre de moment. La gauche fera toujours front dans ce genre de moment. L'histoire de l'union des gauches et de leur division ne remonte pas à la NUPES. C'est une maraude qui revient régulièrement depuis au moins le congrès de Tours. Parfois en se vautrant péniblement, parfois en obtenant une alliance provisoire le temps d'une élection ou d'un mandat. Du Front populaire de 36 à 38 à l'union de la gauche de Mitterrand et plus récemment la NUPES, l'histoire des relations entre les gauches a connu des hauts et des bas comme un vieux couple qui se sépare pour se remettre ensemble la semaine suivante. Pourtant, toujours cette union s'effrite, faisant le plaisir des éditorialistes bourgeois qui jubilent au moindre soubresaut et invitent tant qu'ils peuvent les dissidents. Pourquoi ? Est-ce une histoire de personnes, des égos qui s'affrontent ? Comment un rassemblement, pourtant plébiscité par les 3/4 des sympathisants de gauche en 2022, peine à tenir plus d'un an ? D'où vient le problème ? Mélenchon qui parle trop fort, Roussel qui ne serait pas un camarade, les vilains SOSDEM du PS ? Pas vraiment. Enfin, il y a un petit peu de tout ça, mais c'est un petit peu plus compliqué, il va falloir qu'on creuse. Pour vous donner ma position, histoire de poser le cadre, je fais partie de ces 3/4 qui veulent une union. Mais, et le mais est important, pas comme on l'a fait jusque-là. Il y a urgence à le faire dans de bonnes conditions, au risque d'échouer et de se retrouver dans une situation catastrophique. Vous êtes toujours sur votre histoire de barrage. Oui. Je ne souhaite pas m'opposer à ceux qui sont complètement contre toute forme d'union. Il y a de bonnes raisons politiques et philosophiques à l'être, mais plutôt m'adresser à ceux qui l'appellent sans mettre les vrais problèmes sur la table en faisant semblant de ne pas voir leur propre travers. Et on range les fourches, j'ai travaillé à taper à peu près équitablement sur tout le monde. Dans ces vidéos, je suis pas là pour défendre un camp ou un autre. 22%. 22%. 22. Doriot, Le Bruit et la Fureur, Mitterrand, 4. Communiste, Staline. Ça va, hein ? C'est bon, là. Comme pour l'extrême droite à la vidéo précédente, il est difficile de définir ce que l'on entend par gauche. À l'origine, c'est bien français, cocorico. La jeune Assemblée nationale se partage en deux. D'un côté, les partisans de la monarchie absolue, la droite, de l'autre, ceux qui veulent une monarchie constitutionnelle, la gauche. D'un côté, les conservateurs, de l'autre, les progressistes. Il y avait des progressistes à l'époque ? Oui. Genre des woke, tout ça. Mais non. Mais en plus, ça veut rien dire, woke. Non, progressiste, ça dépend un peu plus du contexte. Tu vas pas me faire croire qu'à l'époque, il y avait des gens avec des cheveux bleus, hein. Tout progressiste est voué à devenir un conservateur s'il est victorieux. Et à ce moment-là, de nouveaux progressistes émergent. Et quand les monarchistes se sont resserrés sur les bancs de la droite, la gauche de la gauche a vu des sièges vides et s'y est installée. Parmi eux est arrivée une grande famille qui va faire beaucoup d'enfants, le socialisme. Bon, là c'est vraiment résumé grossièrement, mais je voulais pas une vidéo qui dure encore 30 minutes au montage. C'est chiant. Connard. Le socialisme naît donc et se répand dans plein d'esprits féconds qui lui donneront des visages très différents. Il n'y a pas vraiment un socialisme, mais des socialismes. Ah oui, alors il faut que je précise quelque chose. Si quand je dis socialisme, vous voyez lui ou elle, vous faites que gratter la surface. Ils n'ont pas le monopole du socialisme, et ça englobe des courants qui vont jusqu'à l'extrême gauche. Or donc, différents socialismes naissent sous la plume d'auteurs inspirés. Certains vont même jusqu'à créer leur petite communauté idéale dans leur coin, et leurs idées se faufilent dans les discussions du 19e siècle, période fertile pour la politique. Et puis vient le boss qui va foutre un bordel dans tout ça, Karl Marx et son pote Engels qu'on oublie un peu trop souvent. En gros, ils arrivent, ils leur disent « Bon, vous êtes mignons avec vos sociétés idéales de bourgeois là, mais à un moment c'est plus compliqué que ça, et puis si vous continuez comme ça, vous allez finir par passer pour des gros guignols. » Bien sûr, tout le monde ne partage pas leurs idées, et ils sont talonnés par des penseurs politiques brillants. Mais il est indéniable qu'ils ont apporté à la gauche à la fois une exigence intellectuelle, mais aussi un langage, un élan, et surtout, le communisme. En parallèle, l'industrialisation a accouché d'une culture ouvrière qui se rassemble d'abord en petits groupes, puis de façon plus formelle en syndicats. La rencontre de cette force du nombre et des ambitions politiques aboutira aux partis politiques, notamment dans leur fonctionnement interne, fait de secrétaires, d'élections, de congrès, etc.
Oui, ne vous inquiétez pas, je vais finir par raccrocher les wagons avec le thème de la vidéo. Les partis existent depuis le début du 19e siècle en Angleterre ou aux États-Unis. Mais en France, on accorde plus d'importance à l'individu politique et à la culture du chef. Il existe bien sûr des rassemblements comme la Fédération du Parti des Travailleurs Socialistes de France, le FPT-SF, qui portait en elle une caricature de la gauche avec ses courants internes, ses scissions, etc. On peut aussi citer la section française de l'Internationale communiste, SFIC, ou encore le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, le POSR. Parmi les scissions du FPT-SF, on ne peut passer à côté du Parti ouvrier, devenu ensuite Parti ouvrier français, de 1882 à 1902, et qui est le premier parti marxiste en France, fondé par Paul Lafargue, le gendre de Marx. Vous savez, c'est le mec qui a écrit Le droit à la paresse, dont on a entendu parler sur certains plateaux récemment. Mais comme on a un paysage médiatique rempli de macronistes débiles et de journalistes incultes, ils ont résumé ça à « LOL, vous êtes des gros feignants ». Quand tes références, c'est le temps des tempêtes de Sarko et Martine à l'Élysée, forcément, faut pas s'attendre à grand-chose, quoi. C'est bien la gauche, ça. Toujours méprisant avec vos adversaires. Bénéfice du doute. C'est qui votre référence idéologique à vous? Vous avez un auteur en tête? Oui, certainement. Enfin, là, de but en blanc, non, mais d'habitude, oui. Ah non, mais ça j'ai bien compris, pour citer Maurras, il y a du monde, hein. Mais sinon, à part l'extrême droite et des citations Facebook, vous avez quoi? Ce n'est pas vous qui faites l'interview, merci. Et donc vous pensez que la gauche est méprisante? Pire que la gauche. L'extrême gauche. On compte également dans le POF un certain Gued, figure importante du marxisme du début du XXe siècle, si bien qu'on parlera de guédisme pour sa théorie et son influence dans la pensée politique française. En 1901, le POF fusionne avec les blanquistes du PSR et d'anciens dissidents de l'ACR, formant un grand parti révolutionnaire. D'un point de vue électoral, on accorde plus d'importance à des individus, à des chefs, à un reliquat de la culture monarchique française. Les premiers partis officiels, et reconnus comme tels, n'arrivent qu'après 1901 avec la loi sur les associations. Je vous avoue que je l'ignorais avant l'écriture de cette vidéo et ça me troue le cul. C'est hyper tard. D'abord donc est créé le Parti radical en 1901, puis la SFIO en 1905 qui porte dans son nom les ambitions de la Deuxième Internationale impulsée par Engels à la fin du siècle précédent, et qui voit tous les courants socialistes et les partis cités précédemment, à l'exception des anarchistes, se rassembler sous la même bannière. Ce qui n'était pas une mince affaire puisque, s'y opposaient des opportunistes réformistes, une gauche radicale et plus subtile à l'instar de Jean Jaurès, et des révolutionnaires comme Vaillant, Gued ou Lafargue. À ce moment-là, la gauche est forte dans le pays, bien que ce soit le Parti radical qui en récolte les fruits électoraux. Les adhérents sont légion, les congrès pullulent, des personnes se relaient dans les usines pour lire des bouquins politiques pendant que les autres continuent le travail. La SFIO apparaît alors comme la possibilité d'unir ces travailleurs. Dans les urnes, ce n'est pas une immense réussite. En 1906, la SFIO ne fait que 10% des voix, 13% en 1910 et 17% en 1914. Malgré une progression, leur position anti-guerre ne convainc pas, jusqu'à ce que la guerre arrive vraiment et change la donne. En 1919, il passe d'ailleurs à plus de 20% des voix. Pourtant, un an plus tard, la SFIO se pourfend lors du congrès de Tours, dont l'enjeu est l'adhésion à la Troisième Internationale impulsée par Lénine en 1919. Plus de 3000 voix sont pour et 1 millier contre. La SFIO est vidée de ses membres qui partent fonder le PC-SFIC. Cette séparation se construit sur la différence de perception de la guerre. Là où les adhérents ouvriers et paysans ont été envoyés se faire massacrer dans les tranchées ou exploités dans des conditions abominables dans les usines d'armement, la frange plus aisée a participé à l'Union sacrée, a voté en sa faveur et a de fait soutenu la guerre. La SFIO se maintient malgré une fuite majeure de ses militants, et va alors se tourner sur sa droite pour les élections de 1924, en s'alliant au Parti radical et aux Républicains socialistes. On les nomme le cartel des gauches. Malgré une majorité d'adhérents au PC-SFIC, la SFIO fait le double de leur score avec 20% contre 10, possédant, grâce à son plus grand âge, une large base électorale. Le cartel ne marche pas plus d'un an, la SFIO souhaite taxer le capital, contrairement à leurs alliés de circonstance, beaucoup plus libéraux sur le plan économique. Comment ils auraient pu le voir venir ? Qui s'imaginerait qu'en s'alliant avec sa droite politique, il veuille appliquer une politique de droite ? C'est dingue. Bon dans le temps, et on arrive dans les années 30 qui voient la montée du fascisme dans toute l'Europe et la France n'est pas épargnée. Le 6 février 1934, des fachos essayent d'entrer dans le Palais Bourbon. Beaucoup d'intellectuels de gauche se réunissent alors en comité antifasciste, par exemple le mouvement Amsterdam Playel. Ces comités amorcent le début du rabibochage entre les gauches. La SFIO et le PC mettent alors leur querelle de côté et travaillent ensemble en vue des élections de 36.
Ils y parviendront avec le célèbre Front populaire au slogan efficace « Pain, paix, liberté ». Et la victoire est écrasante, 58% de l'Assemblée nationale. De grandes grèves éclatent dans les usines pour presser ce nouveau pouvoir progressiste, avec tout de même plus de 2,5 millions de grévistes. Ce qui aboutira à des réformes que l'on apprécie encore aujourd'hui, la réduction du temps de travail, 40 heures à ce moment-là, les semaines de congés payés, l'augmentation des salaires, etc. Comme quoi, union réussie et ouvriers des terres, ça paye. Dès 1936, un premier désaccord fissure l'alliance. Le gouvernement Blum décide d'adopter une politique de non-intervention en Espagne, où s'opposent les fascistes franquistes et les républicains espagnols. Les communistes, très sensibles à la montée des fascismes en Europe, y voient un recul sur la pensée pacifiste et antifasciste dont la gauche se revendique. En 1937, la fusillade de Clichy continue d'enterrer l'Union. Un rassemblement fasciste du PSF, Parti Socialiste Français. Quelque chose d'assez important à comprendre en politique, faut pas se fier au nom des partis. Voilà, c'est pas parce qu'il y a socialiste à l'intérieur que d'un seul coup les mecs deviennent de gauche. Voilà, le PSF par exemple, il était reconnu comme étant un parti plutôt de droite réactionnaire. Est-ce que vous trouvez que le Rassemblement National rassemble ? Ou que Renaissance, ça fait renaître quoi que ce soit ? Voilà. Ce rassemblement du PSF donc est contesté par des militants du Front populaire, en majorité des communistes. Ils organisent une contre-manifestation qui sera sévèrement réprimée par la police. Bilan 6 morts, dont 5 communistes et 255 blessés. Le PC accuse alors Blum de manœuvrer pour recentrer le front de gauche vers un clivage gauche-droite classique, notamment par son refus d'interdire ce rassemblement. Au gouvernement, les choix de Blum favorisent sa droite plutôt que sa gauche. Dès 1937, il recule sur les avancées sociales du Front populaire. Leur américanophilie les pousse, en particulier Daladier, ministre de la Défense nationale, à ouvrir le marché vers l'Ouest, à travailler avec les trésoreries américaines et anglaises, ou encore, après la guerre, à participer à l'hégémonie culturelle anglo-saxonne via les accords Blum-Byrne, avantageant le cinéma américain en France et provoquant une grève de la profession historique. En 1938, une loi sur l'immigration, c'est pas nouveau, provoque également un tollé dans l'Union, prévoyant l'internement de ce qu'ils nomment les indésirables étrangers, notamment des juifs d'Europe centrale qui fuient le fascisme ou des républicains espagnols, et qui sera qualifié a posteriori de Vichy avant Vichy. L'extrême droite, en embuscade, malgré ses scores faibles aux élections, voit sa popularité et ses idées augmenter, même au sein de la droite classique. Ça vous rappelle rien ? Elle se sert de la judéité de Léon Blum, leader du Front populaire, pour faire monter la haine. La crise frappant le monde entier, notamment les États-Unis, devient dans la bouche de l'extrême droite la seule faute de la gauche judéo-bolchevique, personnifiée dans l'union de Blum et des communistes. Et ça aussi, ça vous rappelle rien ? Non ? C'est peut-être moi. Toujours en 1938, le fraîchement élu gouvernement Daladier, opposé au Front populaire et composé du parti radical allié à la droite de l'Assemblée, signe les accords de Munich en compagnie de l'Angleterre, l'Allemagne nazie et l'Italie de Mussolini. Ces accords permettent à l'Allemagne d'annexer la Tchécoslovaquie et amorcent ce qui sera la Seconde Guerre mondiale. Bien que Daladier, qui signe ces accords, ne soit pas à la SFIO, les socialistes à l'Assemblée approuvent les accords à la quasi-unanimité. Le Parti communiste, se voulant toujours fer de lance de la lutte antifa, s'oppose à cet accord. De son côté, l'URSS qui n'est pas conviée veut elle entrer en guerre contre l'Allemagne belliqueuse, qui ne respecte pas le traité de Versailles. Seulement, elle met comme condition que la France l'accompagne, ce que le gouvernement Daladier refuse. Ces tractations conduiront 1 an plus tard à un pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS qui affaiblira le PCF, pris alors entre leur position en France et leur affiliation avec l'URSS. C'est marrant, parce que ce pacte de non-agression, il ressort vachement dans la bouche des droitos quand ils sont pas trop inspirés. C'est sûr que ça donne l'impression que le nazisme et le communisme, en fait, c'est un petit peu la même chose. Bon, après, dès qu'on le replace dans le contexte entre les accords de Munich avant et les pertes de l'armée rouge pendant le reste de la guerre ensuite, ça devient tout de suite beaucoup moins crédible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, les droitos sont pas toujours très bien inspirés. On reviendra sur ce poncif qui dit que les extrêmes se rejoignent, etc. 1939. La guerre éclate. L'Allemagne et l'Italie s'imposent rapidement par leur stratégie et leur matériel moderne. La France résiste faiblement et signe un armistice en 1940. À l'Assemblée nationale, les pleins pouvoirs sont donnés au maréchal Pétain qui collabore avec l'Allemagne. Voilà, ça c'est un petit rappel pour les Zemmour, les macronistes, etc. qui veulent réhabiliter Pétain. Une partie de la SFIO rejoint sans trop de mal le régime. L'un des exemples flagrants sera le décret d'Albert Sérol, socialiste, qui visait clairement les communistes et les menaçait de peine de mort s'ils n'adhéraient pas à Vichy. Cet anticommunisme, alors qu'ils ont participé à l'installation d'une partie des socialistes au pouvoir, avait commencé dès 1939 avec notamment la dissolution du Parti communiste, l'interdiction de l'UMA, la criminalisation de la critique de l'armée, etc. Pendant ce temps, la majorité des militants de gauche vont gonfler les rangs de la résistance, particulièrement le Parti communiste, qui en tirera un engouement politique à la sortie de la guerre, devenant le parti numéro 1 à la constituante de 1945 avec 26% des voix.
Malgré tout, la SFIO garde un score élevé de 23%. Ces scores sont similaires les années suivantes, avec tout de même un écart qui se creuse en 46, 28% pour le PCF contre 18% de la SFIO. Le Parti communiste et la SFIO sont plus éloignés que jamais. Les trahisons et la collaboration ont laissé une trace indélébile. Les socialistes se font encore une fois le relais privilégié des États-Unis, avec les accords Bloom-Byrne cités plus tôt, participant avec l'aide de la CIA à la scission de la CGT et à la création de forces ouvrières, ou encore l'exclusion en 1947 de ministres communistes du gouvernement sur fond de désaccords sur le social et de la vision anticoloniale du Parti communiste. Toujours en 1947, Jules Moche, ministre de l'Intérieur socialiste, réprime dans le sang la grève des mineurs. Je pense que vous comprenez que les querelles entre le Parti communiste et le Parti socialiste, ça peut pas se résumer à juste des petites guéguerres d'ego. Ça remonte à quelque chose de beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus ancien. La guerre d'Indochine va également être le terrain d'une guerre politique, avec un rôle majeur de Gaston Defferre, socialiste également, appuyé entre autres par Force ouvrière et la mafia marseillaise, qui va réprimer sévèrement une grève des dockers, plus CGT et de fait communiste, opposée à l'envoi d'armement pour le conflit. En 1951, c'est une nouvelle union qui émerge. Mais cette fois, ce n'est pas la gauche, mais une multitude de partis minoritaires gravitant au centre de l'Assemblée, allant de la SFIO aux républicains modérés. Il se nomme la troisième voie, en référence aux deux autres voies que sont le PCF d'un côté et les gaullistes de l'autre, et qui sont bien plus puissants que les autres sur le plan électoral. Les années 50 sont le théâtre de nombreuses guerres, d'une part soutenues par la troisième voie, pro-américaine, et par les guerres coloniales, entre autres à Madagascar, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Cameroun, etc. En 1956, les communistes, pas si rancuniers semble-t-il, soutiennent Guy Mollet de la SFIO qui prend des positions pacifistes, notamment concernant la guerre d'Algérie. Nouvelle traîtrise, puisqu'il ne respectera pas cette position, entraînant une guerre sanglante où émergera d'ailleurs un nom bien connu aujourd'hui, le lieutenant Le Pen. Et oui, c'est bien ce gros enfoiré. En 1958, les socialistes et la troisième voie plient sous la menace d'un coup d'état gaulliste permettant l'accession au pouvoir du général. Nouveau bond dans le temps pour arriver en 1972. Je vous jure que j'essaye de faire à la fois concis et complet. La gauche sort affaiblie par les 30 glorieuses et l'anticommunisme poussé par les accusations sur l'URSS. En vue des législatives de 1973, ils créent ensemble le programme commun et une nouvelle alliance. Elle n'aura pas le résultat escompté puisqu'ils finissent deuxième derrière les gaullistes avec 46% des voix contre 47%. Les pourcentages restants allant aux réformateurs, sorte de reliquat de la troisième voie mais sans la SFIO, devenue depuis le Parti socialiste. Le programme était pourtant ambitieux, avec une nouvelle augmentation des salaires, une 5e semaine de congés payés, la réduction du temps de travail, le désarmement, notamment nucléaire, la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, l'abolition de la peine de mort ou encore l'élargissement des droits et des libertés pour les travailleurs. Et c'est cette gauche républicaine qui vous manque aujourd'hui. Bien sûr. Contrairement à la gauche actuelle. Mais enfin, c'est quasiment le programme de la NUPES. Non, la NUPES n'est pas républicaine. Vous pensez ? Bien sûr. Et c'est facile à prouver. Elle est d'extrême gauche. L'échec aux législatives mais également aux municipales de cette alliance n'empêchera pas Mitterrand d'être candidat unique au présidentiel et d'échouer à nouveau à un cheveu avec 43% des voix au premier tour et 49% au second. Première fois qu'on parle des présidentielles. Et oui. Parce qu'avant ça, en fait, les exemples qu'on avait pris, c'était encore sous un régime parlementaire. Et là, on est revenu à une espèce de monarchie électorale à la con, quoi. C'est chiant. Ces trois échecs successifs, additionnés au recul du PS sur les nationalisations, à leur volonté de réduire le pouvoir des syndicats et sur leur envie de s'allier avec le centre, entraînent une nouvelle rupture avec le PCF en 1977. C'est de là que vient l'extrait célèbre de Georges Marchais « Prends les valises, on rentre à Paris ». Aux législatives de 1978, les deux partis majoritaires à gauche partent séparés. La présence de la gauche à l'Assemblée reste similaire pourtant, avec 30% pour le PS, allié au MRG, et 18% pour le PCF. Par contre, pour la première fois depuis 1945, le PS devance le PCF. En 1981, toujours séparés, les présidentielles vont être remportées par François Mitterrand pour le PS. Ils obtiennent 25% au premier tour contre 15% pour le PCF, qui chute encore un peu. Cette situation peut s'expliquer par l'anticommunisme grandissant, mais aussi par la direction du parti qui fait le choix de l'orthodoxie communiste, plus hostile aux socialistes. Leur adversaire s'appuie sur des polémiques à répétition, parmi lesquelles l'affirmation d'un bilan positif de l'URSS par Georges Marchais en 1979, le soutien de l'intervention soviétique en Afghanistan, ou encore les discours rendus volontairement ambigus par leurs détracteurs sur l'immigration dans les années 80 et la destruction d'un foyer d'accueil. Et ça aussi, ce serait intéressant de revenir dessus. Mais c'est pas le thème du jour. L'entre-deux-tours voit toutes les forces de gauche appelées au vote Mitterrand. Le PCF est plus tardif, considérant depuis plusieurs années que le PS appliquera la même politique libérale que la droite. Mais ils espèrent gagner des ministères du fait que le programme reprend les grandes lignes du programme commun.
Ces espérances seront vite douchées, puisque le gouvernement composé par Mitterrand ne comptera que 4 communistes, dans des ministères mineurs, et ils n'y resteront que 3 ans, quittant leurs fonctions lors du passage de Mauroy à Fabius comme Premier ministre. Les électeurs, par contre, ont un certain engouement, et ce dans toute la gauche. Mitterrand représente un espoir après des décennies de la droite gaulliste puis libérale avec Giscard, à la tête de l'État. Mais en 83, les crises économiques successives ne permettent pas d'afficher un bilan positif aux premières réformes du gouvernement, inspirées du programme commun. Mitterrand amorce alors le tournant de la rigueur, qu'on pourrait résumer à une politique plus libérale. Donnant raison à Marché quand il disait que Mitterrand allait appliquer une politique de droite. C'est encore une grève qui va mettre une couille dans le pâté. Dans le secteur automobile, la main-d'œuvre étrangère est courante, notamment des Marocains, des Yougoslaves et des Turcs, qui demandent alors d'avoir les mêmes droits que les autres travailleurs. Les syndicats sont affaiblis par des mesures successives qui ont entraîné au début de la décennie à des licenciements et des retraites anticipées. La grève fait tache d'huile. Parce que les voitures. Encore Gaston Lefebvre, accompagné de Pierre Mauroy et les milieux patronaux, ajoutent aux éléments de langage classiques antisyndicaux une touche islamophobe. La religion des grévistes est mise en avant et on parle même d'alliance de la faucille et du Coran en raison de la demande d'une partie des grévistes d'avoir un espace pour pouvoir prier. Les ambiguïtés avec l'extrême droite sont d'ailleurs courantes. On peut parler de l'amnistie pour les généraux de l'OAS ou encore de la stratégie de Mitterrand de propulser Le Pen pour diviser la droite. En 86, aux législatives, la droite s'impose à l'Assemblée, entraînant la cohabitation de Jacques Chirac comme Premier ministre et Mitterrand toujours à la tête de l'État. Mais en 88, Mitterrand dissout l'Assemblée et c'est le retour des socialistes au gouvernement en la personne de Michel Rocard. Le problème, c'est que Rocard est connu pour représenter l'aile droite du PS de l'époque. On le retrouve d'ailleurs en soutien d'Emmanuel Macron de nos jours, et il continuera sa volonté d'union avec le centre et d'une politique libérale. En 95, le PS quitte la présidence de la République. Les Français préfèrent l'original à la copie et choisissent Chirac comme nouveau président de la République. Oui, parce que quitte à avoir une politique de droite, peut-être qu'il vaut mieux avoir le package complet, quoi. Alors, la gauche tente encore une fois l'alliance en 97 et monte la gauche plurielle, composée du PCF, du PS, du PRG, du MDC et des Verts. Et c'est la victoire. Cette fois, la cohabitation sera inversée. Président de droite en la personne de Jacques Chirac et Premier ministre de gauche avec Lionel Jospin. C'est à ce jour le gouvernement qui aura duré le plus longtemps. Sauf qu'une fois encore, c'est les travers libéraux du PS qui vont créer une scission avec le PCF. Jospin étant connu pour avoir privatisé le plus d'entreprises avant Macron et les postes des ministères les plus puissants revenant en majorité à des membres du PS et du MDC. Le sentiment de la traîtrise permanente du PS pour des politiques libérales sera exacerbé. À partir de ce jour, il n'y aura plus d'alliance de gauche au niveau national entre le PCF et le PS, jusqu'à la NUPES. Le second ayant largement pris la main sur l'électorat de gauche, laissant le PCF exsangue. Et là, on se rapproche à de nos jours. Vous allez être de plus en plus nombreux à avoir vécu ce que je vais vous raconter. Parce qu'arrive à ce moment-là, un nouveau challenger. Notre nouveau saut dans le temps nous conduit aux alentours de 2012. Après Chirac et Sarkozy, le PS revient en force. Le PCF, lui, est très faible, et l'élection de 2007 a placé Marie-Georges Buffet même pas à 2%. La France n'a pas vu la gauche au pouvoir depuis plus de 10 ans, et un Hollande porté par un discours très social est favori à gauche. Mais le reste de la gauche n'y croit plus. Après Mitterrand, Rocard, Jospin, le PS n'apparaît plus que comme des opportunistes qui vous brosseront dans le sens du poil pour gagner des alliances et des voix avant de trahir une fois le pouvoir obtenu. Et vu le mandat de Hollande, bon, ils avaient quand même vu assez juste. Le PCF, accompagné du parti de gauche, de la gauche unitaire et d'une multitude de partis et mouvements plus mineurs, ont depuis 3 ans commencé à former une alliance, qui s'appellera le Front de gauche. À sa tête, l'inénarrable Jean-Luc Mélenchon, qui propose sa candidature dès 2011. Validé par les composantes de l'Union, dont le PCF qui lui accorde sa confiance à 60% des voix. Il se présente comme une autre voie à gauche, antilibérale, plus hostile à l'Union européenne dans son fonctionnement actuel, une gauche de gauche comme ils aiment à le dire. Ils échouent avec seulement 11% des voix, mais donnent malgré tout un score honorable pour une gauche radicale qui n'avait pas dépassé les 5% depuis le début du millénaire. Vous voyez, radical, vous le dites vous-même. Oui, bon, enfin bon. Si ça tenait qu'à moi, je dirais juste la gauche, en fait. Parce que bon, quand on voit la gueule de la gauche dite de gouvernement... Et pourquoi ne pas être ni de droite ni de gauche? C'est si important que ça, l'idéologie? Exactement. Ok, très bien, mais alors il va falloir m'expliquer comment vous faites pour collectiviser et privatiser en même temps. C'est assez concret pour vous, ça? Voilà. Des communistes. Staline, goulag, couteau entre les dents. Staline, goulag, couteau entre les dents. L'alliance persiste pour les législatives la même année, où ils présentent des candidats dans toutes les circonscriptions. En majorité des communistes qui déposeront 418 candidatures sur 577. Le Front de gauche n'obtiendra que 10 sièges, dont 7 communistes. 1 pour le parti de gauche et 2 pour la phase.
On dira pas que c'est un échec, mais ça n'a pas marché. Le front de gauche périclite peu à peu. Dès les lendemains des législatives, des tensions entre le PCF et le PG sur les divergences d'analyse des deux élections font le chou gras de la presse. Les micro-partis en interne appellent à un troisième pôle, au sein du front de gauche, ayant l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. En 2014, les municipales rajoutent un clou au cercueil. Les communistes laissent le choix aux sections locales de voter les alliances, tandis que le PG appelle à des listes sans le PS partout sur le territoire. À Paris, le PCF décide de partir aux côtés d'Anne Hidalgo. Le PG se sent alors trahi par ses alliés que Jean-Luc Mélenchon qualifiera de déplorables. Pourtant, toujours en 2014, le front de gauche repart uni pour les élections européennes. Mais ils n'obtiennent que 6,6% des voix, ce qui représente 4 élus. Mélenchon actera alors l'échec du front de gauche, donnant pour premier responsable le PCF et ses unions municipales. Mais à nouveau le front renaît, pour les régionales de 2015. Une renaissance partielle, puisque si certaines régions présentent des candidats pour le front de gauche, d'autres voient des candidatures autonomes chez les communistes. Les résultats sont très décevants, rassemblant moins de 5%, qu'ils soient unis ou non. C'est vraiment « je t'aime, moi non plus ». Mais c'est habituel à gauche, on est tous assez têtus quand même. Nous, au moins, on est pragmatiques. Ou des gros vendus. Question de point de vue. Vous ne croyez pas que vous donnez un mauvais spectacle pour les électeurs de gauche en vous chamaillant de cette manière? Oui, bien sûr. Et puis ensuite, vous allez essayer de nous faire croire que vous avez aucun contrôle sur ce spectacle. Moi, je suis journaliste, hein. Je suis objective. Vous voyez, votre adversaire, il ne nous reproche pas ça. En 2016, en vue des présidentielles de 2017, Mélenchon acte la fin du front de gauche et lance en parallèle la France Insoumise, véritable machine électorale pour les présidentielles. Il appelle une fois encore les partis de gauche à s'allier à sa candidature, mais le PCF est plus réticent. Si la direction du parti est plutôt favorable et affiche un soutien critique, les militants sont plus mitigés et ont le sentiment que le parti s'efface au profit d'un autre. Ils voteront tout de même pour le soutien à Jean-Luc Mélenchon à 53% contre 46%. Mais l'engouement n'est pas là, et une partie affirme même qu'ils soutiendront plutôt Arnaud Montebourg dans le cas d'une victoire aux primaires socialistes. Bien que le programme reprenne les grandes lignes de 2012, cette fois il est amendé par les Insoumis sans que le PCF ne puisse les discuter. Les tensions continuent et les communistes ont l'impression d'être marginalisés, voire invisibilisés pendant la campagne. Le résultat tombe, 19,5% des voix pour Mélenchon. Ah, 600 000 voix. Faut que j'arrête les imitations, c'est terrible. Bien qu'ils ne parviennent pas au second tour, le score commence à se rapprocher du score du PCF à la sortie de la guerre en 1945. Les Insoumis reprochent alors à Benoît Hamon, qui a fait 6% pour le PS, d'avoir empêché l'accession de la gauche pour le second tour. Pour les législatives, la prise de distance du PCF est actée. Il décide de présenter 253 candidatures indépendantes sans pour autant rompre les discussions. Des désistements s'opèrent localement selon les sondages et les affinités. De son côté, LFI présente 410 candidats, y compris face à des députés communistes sortants. Il mise sur des candidatures ouvrières, dont des syndicalistes, mais aussi sur des prises de guerre venant d'autres partis. Pour le PS, Benoît Hamon a mal vécu sa campagne et son résultat. Il se sent trahi par son parti et prendra ses distances. Il appellera même à voter pour le PCF dans certaines circos. Le PS décide de présenter 395 candidats, parmi eux des soutiens à Emmanuel Macron comme Véran, Castaner, El Khomri ou Touraine, qu'on retrouvera ensuite dans le gouvernement. Cambadélis, secrétaire du parti, et Cazeneuve, chef de file pour les élections, lorgnent déjà sur les présidentielles suivantes et affirment que le vote pour eux sera une forme de soutien. On parle bien de la candidature Hidalgo. Ouais, pas gros soutien quand même, hein. La République en marche rafle la mise et les résultats à gauche sont très mauvais. 30 sièges pour le PS, 17 pour LFI et 10 pour le PCF. Mais c'est toujours mieux que le RN qui n'en obtiendra que 8. Et là, il y avait encore un barrage. Vous voyez? Certes. Vous n'avez pas oublié de prendre vos médicaments. Ah non, mais je vous jure, je prends tout. Mais je les vois encore. C'est pas dans ma tête. On va devoir reprendre depuis le début. Le premier mandat de Macron se fera avec les quasi pleins pouvoirs, les députés votant comme un seul homme sur quasiment tous les sujets, mais non sans écho dans la société, avec l'arrivée des Gilets jaunes et d'un fort rejet de la politique macroniste. Pendant ce temps, la gauche place ses pions pour la suite. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, la vidéo sera en 2 parties parce qu'il y a beaucoup trop de choses à raconter, et du coup j'aimerais bien prendre le temps de pouvoir tout vous dire. La prochaine fois, on va voir un petit peu plus ce qui s'est passé de nos jours et également essayer de comprendre un petit peu tout ça, quels sont les enjeux qui vont se jouer prochainement. Vous inquiétez pas, l'attente ne va pas être trop longue, les 2 vidéos se tournent en même temps, donc normalement vous devriez la voir dans les semaines qui viennent. Voilà. À bientôt.